Le quart d'heure du crime avec Issa Marzouki. Aujourd'hui, l'affaire des amoureux de Saint-Cloud. Je vais vous entretenir aujourd'hui d'une histoire bien malheureuse, qui n'a émané ni de l'esprit d'un grand criminel, ni n'a été conçue dans le cerveau compliqué d'un serial killer, comme il y en a eu tant. Le crime qui remua l'opinion publique française au milieu des années 50 du XXe siècle est en fait un triste fait divers, dont les responsables sont deux jeunes hommes sans envergure qui ont commis l'irréparable par bêtise et par étroitesse d'esprit. Le samedi 22 décembre 1956, un gardien qui travaille au parc de Saint-Cloud, dans la région parisienne, s'apprête à prendre son service tôt le matin, par une journée froide et brumeuse. Michel entend un chien aboyer sans arrêt au milieu du parc. Intrigué, il se dirige vers l'allée d'où proviennent les aboiements et découvre en effet l'animal près de deux corps étendus dans l'herbe sur le côté de l'allée. Les deux cadavres appartiennent à deux jeunes d'une vingtaine d'années, manifestement tués par balle et abandonnés, face contre terre, sur le sol du parc. Averti par le gardien, la police arrive sur les lieux. Merci. Et découvre que les deux corps appartiennent à un jeune homme et une jeune femme d'approximativement 20 ans, abattus chacun par deux balles de 7,65 mm dans la nuque. Un gardien les a aperçus la veille dans une 203 Peugeot garée dans une allée du parc durant l'après-midi. La voiture a disparu de l'endroit exact où l'on a découvert le corps. Très vite, on découvre la voiture volée abandonnée dans une rue à Sèvres, dans la banlieue parisienne, avec deux vitres brisées et les sièges ensanglantés. On en déduit que quelqu'un a abattu le couple par surprise avant d'extraire les cadavres de la voiture et de fuir en les abandonnant. Bon, vous faites les enquêtes de voisinage. D'accord. Je vais taper les constats, on se retrouve au bureau. Ok. Alors, Les premiers indices que la police découvre sont le nom de la propriétaire du véhicule, sur sa carte grise, laissée dans la voiture, alors que les deux cadavres n'avaient plus de papier, vraisemblablement emportés par les assassins. La propriétaire s'appelle Anita Soler et travaille à la radio, où elle est connue surtout pour être productrice de feuilletons radiophoniques. Son adresse est située dans le 14e arrondissement parisien. Et le chien, un épagnol, répondait au nom de Yuki, nom qu'on découvre sur son collier, ainsi que la même adresse parisienne. Lorsqu'on procède à l'identification des corps, Anita Soler reconnaît son employé Nicole Depuy, à son service depuis la mort de son mari en 1951. Quant au jeune homme, c'est son petit ami, Joseph Terrago. Anita Soler informe la police que le vendredi, jour du crime, Nicole, qui assurait également pour elle la fonction de chauffeur, l'a déposée devant le bâtiment de la radio en début d'après-midi, puis ayant obtenu l'autorisation de sa patronne d'emporter la voiture, elle a été rejointe par Joseph, stagiaire à la radio. Le couple est parti ensuite au bois Saint-Cloud en emportant le chien Yuki avec eux. Anita Soler ajoute que Nicole devait passer la chercher à la radio en fin d'après-midi. Ne voyant pas la jeune fille arriver à l'heure de la sortie, elle se résout à prendre le métro pour rentrer chez elle, pensant que les jeunes ont dû s'oublier dans le bois. écoutez, votre déposition est maintenant prise. Nous allons faire le nécessaire. Au revoir. La police cherche à émettre des hypothèses sur les motifs du meurtre. Mais si les portefeuilles des amoureux ont été pris, on sait qu'ils n'avaient pas une somme importante ayant justifié le meurtre.
De même, ni le manteau de fourrure de Nicole, ni la montre de Joseph n'ont été pris. Le motif n'était donc pas le simple vol. Un forcené n'aurait pas pu commettre non plus le meurtre, car les coups portés aux victimes ont été donnés avec une grande précision, rappelant le mode opératoire de professionnels du crime. Autre hypothèse avancée, les amants ont été peut-être assassinés par un jaloux ou une jalouse, et le crime serait, dans ces conditions, un crime sentimental. Salut Toubib. Salut. Alors, Cette hypothèse serait cependant battue en brèche par la découverte par le médecin légiste que 2 armes différentes ont été utilisées et que les meurtriers étaient donc 2. Les autres hypothèses attribuant les meurtres à la politique, à l'espionnage ou à un règlement de compte ont été également vite abandonnées car le couple était simple et tranquille, n'avait pas de fréquentation suspecte, ni ne faisait de politique. Le crime semble donc énigmatique et difficile à résoudre. Et puis, le vol de la voiture semble également bizarre, car on l'a abandonné dans un endroit très proche du lieu du vol. De même, on a relevé des traces de zigzag sur l'herbe à partir du point de départ, comme si le conducteur était ivre ou inexpérimenté. Enfin, la voiture, mal conduite, a touché une poubelle qui a froissé sa tôle. On en était donc resté là, sans trouver le moindre indice pouvant conduire à l'identité des tueurs ou au motif du crime, quand une réponse définitive s'imposa par hasard, comme c'est parfois le cas dans certaines affaires criminelles. En effet, le 8 janvier 1957, un livreur se présente chez un certain Pison, grossiste en appareils électriques à Paris, pour chercher 2 postes de radio, commandés par téléphone par le magasin d'Iribar, client habituel de la firme. Le jeune homme est habillé et coiffé à la mode de l'époque, c'est-à-dire inspiré des films d'Elvis Presley, du jeune Marlon Brando et de James Dean. Jeans, blouson de cuir, lunettes de soleil Ray-Ban et cheveux coiffés en banane. Le lendemain, le même jeune homme repasse chez le grossiste Pison après que ce dernier ait reçu un prétendu coup de fil du magasin d'Iribarne. Cette fois, la commande est de 4 électrophones. Les employés découvrent que le livreur n'est pas motorisé. Et quand on lui pose la question, il dit qu'il a emprunté le métro. Lorsque le patron demande au jeune homme suspect un reçu de la marchandise livrée, ce dernier refuse et se met à l'insulter. La situation dégénère et la police finit par arriver, à la demande de M. Pison. Très vite, les policiers découvrent que le jeune livreur, qui s'appelle Jean-Claude Vivier, était un escroc qui n'avait aucun lien avec la maison d'Iribar, dont il a prétendu être l'employé et qu'il était connu pour de nombreux petits délits. Commence alors son interrogatoire à propos de l'escroquerie qu'il venait de commettre et petit à petit, le petit délinquant crâne devant les policiers qui mettent en question son importance en le traitant de minable. C'est alors que, contre toute attente, sans doute afin de montrer que c'est un délinquant important, il avoue avec fierté avoir commis le double crime de Saint-Cloud. Dans le portefeuille de Jean-Claude Vivier, on découvre le permis de conduire de Nicole Depuy. Suite à cette découverte accablante, on défère Vivier à la brigade territoriale où il donne le nom de son complice, Jacques Serméus. Ce dernier n'a pas d'antécédent criminel, mais on découvre les 2 pistolets cachés à son domicile. Lorsqu'il passe aux aveux, les 2 complices révèlent une affaire sordide provoquée par 2 médiocres sans intelligence et dont 2 jeunes innocents ont été des victimes. Les 2 complices avouent qu'ils ne connaissaient nullement leurs victimes, mais qu'ils avaient simplement agi pour leur voler leur 203, qu'ils comptaient utiliser pour commettre des hold-up. Sans doute sous l'emprise des films de gangsters de l'époque, ils voulaient s'identifier à leurs héros cinématographiques.
Sauf qu'à la grande stupeur des policiers, on apprend que les deux ne savaient pas conduire et que Sérius prétend devant son ami qu'il pouvait conduire une 203, d'où le choix qu'ils ont fait sur la voiture du couple malchanceux. Ils tirent donc à travers les vitres une première fois, puis une seconde, pour donner le coup de grâce. Sortent le cadavre des véhicules et chassent le chien. Quand il part dans la voiture, Vivier découvre que son ami Serméus ne connaît rien à la conduite automobile. La 203 parcourt péniblement 1 kilomètre avant d'être abandonnée par les deux jeunes qui voulaient jouer les gangsters sans en avoir l'aptitude et qui finissent par disparaître dans le métro. Le tribunal, veuillez vous lever s'il vous plaît. Leur procès s'ouvre le 20 mars 1958 devant la cour d'assises de Versailles. Durant ce procès, journalistes et publics furent déçus de découvrir l'un des crimes les plus minables des annales judiciaires, et dont les auteurs ne peuvent être autrement qualifiés que de crétins sans envergure, victimes de leurs propres bêtises. Pourtant, les deux acolytes n'ont bénéficié d'aucune compassion et ont été sévèrement jugés, aussi bien par le public que par les journaux de l'époque. Le contraste entre les tueurs, deux voyous traités par les journaux de monstres dégénérés et de révoltantes petites canailles, et le jeune couple sage, honnête et travailleur qui a été injustement leur victime, ce contraste a été mis en évidence par les médias de l'époque. Leurs avocats ont eu beau les défendre en insistant sur leur enfance malheureuse, d'orphelins, rien n'y fit. Jean-Claude Vivier et Jacques Serméus ont été jugés coupables et condamnés à mort. Serméus a cependant pu bénéficier d'une grâce présidentielle. Mais Jean-Claude Vivier a été guillotiné à l'aube du 6 août 1958 dans la cour de la prison de la Santé. Le quart d'heure du crime avec Aïssa Malzouri.